Oui, bonjour à tous. On vous remercie évidemment de vous être inscrits et pour participer à ce 9e webinaire du collège CIK. Donc celui-ci est le second de notre nouvel opus qui est consacré donc aux acteurs de la qualité de l'air. Et avant de passer la parole au docteur Fabien Sinazi, donc président du collège CIK, je vous invite au cours des interventions de rédiger vos questions sur le chat de cette plateforme. Et évidemment, je serai votre intermédiaire auprès de nos intervenants. Et si nous manquions de temps, nous reviendrons vers vous donc par mail avec la réponse à vos interrogations. Donc, je vous souhaite à tous un bon webinaire et je passe la parole à Fabien Skenazy. Merci beaucoup, Patrick, de cette présentation. Et donc, je suis ravi d'accueillir Isabelle Bossé pour ce cycle des grands témoins de la qualité de l'air. Donc, Isabelle Bossé est médecin allergologue. Elle est présidente de l'Association de recherche clinique en allergologie et asthmologie. Alors, Isabelle, vous travaillez comme médecin allergologue à La Rochelle. Depuis combien de temps avez-vous votre cabinet à La Rochelle? Et vous direz aussi quelques mots sur l'ARCA. Je vous en prie. Bonjour Patrick, bonjour Fabien. Merci de cette présentation. Alors effectivement, c'est une question piège. Depuis combien de temps je travaille à La Rochelle dans mon cabinet? Ça va peut-être faire fuir les participants. Je dirais 40 ans. Voilà, 40 ans depuis le 17 mars. Donc voilà, je suis allergologue libérale à La Rochelle depuis toutes ces années et j'ai été pendant très longtemps présidente du syndicat français des allergologues et également à l'origine de la création de l'ARCA avec d'autres de mes confrères allergologues. Et en fait, cette association a été créée parce que le rôle du syndicat est très strict et très défini par les règles officielles. Et donc, nous avions dans l'idée qu'il fallait accompagner les allergiques, les allergologues sur d'autres versants de leur pathologie ou de leur métier que le versant purement syndical. Et donc, cette association a été créée pour surtout répondre aux demandes des patients qui s'interrogent sur diverses choses qu'on leur propose, les housses anti-acariens, les produits anti-acariens, les produits qu'on utilise dans le quotidien, les aspirateurs, etc. Et qu'on s'est rendu compte que finalement tout ça n'était pas régi par une certaine rigueur scientifique et qu'on pouvait très bien annoter un produit quel qu'il soit d'anti-allergique ou d'hypoallergénique ou d'anti-acarien sans aucune certitude scientifique. Et donc, nous avons créé cette association pour ça. Et depuis, elle a pris de l'ampleur puisque c'est greffé le collège Seika que tu présides, Fabien, et qui organise des matinales depuis maintenant des années qui intéressent beaucoup tous les acteurs, alors pas uniquement les médecins, mais les acteurs du monde industriel, les patients, des étudiants, etc. Et donc, c'est cette évolution de cette association est quelque chose de tout à fait intéressant et j'espère que ça va continuer dans les années à venir avec des gens motivés comme toi, par exemple. Merci Isabelle. Alors, si je me suis permis tout à l'heure de demander le nombre d'années de ce cabinet d'allergologie à La Rochelle, c'est parce que tu es une observatrice particulière du développement de l'allergie en France, ou du moins dans ta région, et tu as noté finalement les évolutions. Peut-être un petit mot avant de parler de ce plan quinquennal de lutte contre les allergies, c'est de voir justement comment, en tant qu'observatrice de ce sujet de l'allergie et des patients allergiques qui viennent au cabinet d'allergologie, alors ils ne viennent pas tous au cabinet d'allergologie, les patients allergiques, certains font un petit cheminement avant d'arriver voir un allergologue et avoir leur diagnostic finalement d'allergie. Comment en 40 ans, tu as vu passer finalement ces allergies et comment elles ont pu évoluer, comment on pourrait les caractériser depuis ces années-là, comment les choses finalement ont évolué pour les patients allergiques.
Alors effectivement, depuis en 40 ans, j'ai constaté comme tous mes collègues, hein, alors déjà une augmentation du nombre de patients allergiques, ça c'est une évidence, on y reviendra tout à l'heure. Une meilleure connaissance aussi, même si elle est loin d'être parfaite, du grand public sur les pathologies allergiques qui étaient, moi je me souviens quand je me suis installée, un certain nombre de médecins généralistes que je suis allée voir pour me présenter, ça se faisait encore à l'époque, maintenant c'est complètement obsolète, me disaient non mais l'allergie ça n'existe pas, l'allergie c'est une vue de l'esprit. Donc, bon, c'était quand même assez incroyable, alors que moi, j'étais vraiment, je sortais de mes études et dans la science de l'allergie, qui bien évidemment a beaucoup évolué depuis, hein. J'ai constaté plusieurs choses. La présence d'allergie, on disait l'allergie, c'est c'est l'âge adulte, entre 20, 25 et 35, 40 ans. Après 55 ans, il n'y a plus d'allergie, qu'avant, il n'y en a quasiment pas. Donc ça, c'est plus vrai du tout. On voit des allergies de plus en plus précoces chez les enfants, avec donc des enfants de quelques mois qui sont déjà allergiques. Donc en particulier avec l'émergence des allergies alimentaires. Donc ça a été aussi une énorme découverte, hein. Je me souviens quand j'ai fait mes études de médecine, mon maître à l'époque, le docteur Alfred Sabat, travaillait sur l'allergie alimentaire au lait chez les enfants, et un certain nombre de nos collègues, de ses collègues, le prenaient littéralement pour un fou. Donc on s'est rendu compte que l'allergie au lait chez l'enfant était quelque chose d'important. Donc ces allergies alimentaires qui ont augmenté, l'âge qui est beaucoup plus précoce, des allergies qui surviennent aussi à un âge plus avancé dans la vie, alors qu'on n'a pas forcément eu d'antécédents jusqu'à 50 ans, et on peut devenir tout d'un coup allergique au pollen, qui souvent surprend beaucoup les gens d'ailleurs, pourquoi tout d'un coup je deviens allergique, et on n'a pas forcément la réponse. Donc ça, c'est une certitude. Donc cette émergence des allergies alimentaires avec une émergence des anaphylaxies, hein, donc des allergies très sévères, ce qu'on appelle le choc anaphylactique, donc qui survient avec des aliments, avec des médicaments, avec des piqûres d'insectes, d'abeilles, etc. Il y a une recrudescence très importante de ces chocs qui augmentent tous les ans dans tous les pays occidentaux. La sévérité aussi, ça c'est très important. La sévérité des allergies, on voit des profils allergiques de plus en plus complexes et de plus en plus sévères, avec des gens qui sont polysymptomatiques, avec à la fois une rhinite qu'on connaît habituellement, mais aussi de l'asthme, mais aussi de la dermatite atopique, mais aussi des allergies alimentaires. Donc des profils qui commencent à être phénotypés, enfin qui sont phénotypés déjà dans un certain nombre d'études et qui sont extrêmement difficiles à traiter. Et enfin, outre tout ça, une augmentation de la durée des allergies. Les allergies, c'était encore, et c'est encore un peu véhiculé comme ça, comme quelque chose qui dure 2 mois et demi, 3 mois au moment des pollens. Il faut savoir que l'allergie, c'est tous les jours, toute l'année, pour un certain nombre de patients, pour beaucoup de patients, et qu'on ne peut plus réduire les symptômes allergiques au fameux rhume des foins, et que les autres allergènes, d'abord, sont très prégnants au niveau des acariens, des poils d'animaux, etc., des aliments, etc. Mais en matière d'allergie alimentaire, respiratoire, les allergiques peuvent respiratoires, ne serait-ce qu'au pollen, peuvent commencer à être gênés début janvier, mi-janvier, et jusqu'à fin septembre, début octobre. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes signes cliniques, dans la même durée, dans la même gravité des symptômes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a malheureusement fait que constater. On n'a pas su quoi faire pour endiguer cette aggravation et cette augmentation. Et on se rend compte qu'actuellement, on a un peu l'impression que les allergies alimentaires suivent exactement la même courbe de croissance que les allergies respiratoires il y a 35 ans, 35 ans. Et maintenant, on sait.
Donc, on sait beaucoup plus de choses et un des challenges de mes jeunes collègues et chercheurs sera d'essayer d'endiguer et non pas de constater simplement cette augmentation des allergies alimentaires. Donc, vraiment, tout a changé, le profil des patients, et les traitements aussi, hein. Donc, petit côté positif quand même de la chose, les traitements, grâce à toutes les recherches qui ont été faites, les traitements ont bien évolué et on a maintenant à notre disposition suffisamment de choses, enfin d'arguments thérapeutiques pour aider nos patients, quels qu'ils soient. Alors, je dirais en t'écoutant que l'allergie, c'est une vraie maladie, en fait, et que ce n'est pas un petit épisode de rhume des foins et qui passe, bon, c'est pendant une certaine période. Finalement, l'allergie doit être prise en charge, soignée, suivie, et il ne faut pas la prendre à la légère. Et je pense qu'il faudrait rappeler peut-être, si tu en es d'accord, qu'en général, pour l'allergie respiratoire, ça commence par une simple rhinite, un simple rhume, des éternuements. Alors bon, c'est, j'allais dire, un petit peu amusant d'éternuer pendant cette période-là. Après, ça quand même, ça devient un peu gênant pendant la période pollinique, par exemple, ou des allergies autres. Et puis, ça devient beaucoup plus grave et ça se transforme en asthme. Je pense qu'on peut rappeler aussi qu'il ne faut pas prendre à la légère un début d'allergie, qu'il faut être pris en charge, car la maladie va progresser avec le temps et va même s'aggraver. Tout à fait. C'est excuse-moi, je vais juste brancher mon ordinateur qui vient de me dire que j'avais plus assez de batterie. Je suis vraiment désolée, excusez-moi. Je te donne quelques instants, j'ai eu le même souci tout à l'heure. Oui, voilà, donc en fait, je voulais faire avec Isabelle cette partie introductive pour faire un petit peu un état des lieux de la situation des allergies et montrer l'importance de ces allergies. Alors, Isabelle également, en fait, nous montrer cette évolution des pathologies allergiques, les profils des patients, la gravité de cette maladie et, comme je disais, de la prendre au sérieux et de la prendre en charge. Et donc, le problème aussi, c'est que tu ne vois pas dans ton cabinet d'allergologie, évidemment, enfin, les confrères ne voient pas tous les personnes allergiques. En fait, vous n'en voyez qu'une partie de ces personnes allergiques. Et donc, il y a probablement des allergies qui s'ignorent, qui ont des symptômes, qui vont voir peut-être le pharmacien quand ils sont gênés et vont chercher un médicament symptomatique pour être moins gênés, vont prendre des précautions quand ils savent que la saison pollinique est là, par exemple. On va essayer de prendre des précautions, même si on ne connaît pas l'allergène en cause. Donc, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas finalement jusqu'à l'allergologue parce que quand ils arrivent dans ton cabinet, tu vas faire le diagnostic, tu vas faire cet interrogatoire qu'on appelle policier pour rechercher l'allergène en cause et faire le lien entre les symptômes et l'allergène. Tu vas faire des tests également, des prix de tests, des tests sanguins. Bref, tu vas faire des examens pour porter un diagnostic. Or, ceux qui arrivent jusqu'au cabinet d'allergologie vont se ressortir avec à la fois leur diagnostic allergologique et également leur traitement et la prise en charge, mais il y a tous ceux qui ne seront pas vus par le médecin allergologue. Alors, que se passe-t-il pour eux, justement? Alors, c'est vrai que pour rester, par exemple, dans la pathologie respiratoire, hein, il y a à peu près 12 millions de Français qui sont allergiques respiratoires, mais il y en a en moyenne 3 à 4 millions qui consultent un allergologue. Et sur ces 3 à 4 millions, il y en a 400 000 qui sont désensibilisés par an. Donc, la désensibilisation étant le traitement étiologique de la maladie allergique. Tu peux dire aussi que cette désensibilisation, ça dure plusieurs années, que c'est Oui, pas, ça dure on plusieurs va années. pas voir le médecin qui nous Voilà. donne des médicaments, ça va durer quand même un certain temps. Voilà, exactement. Alors donc, parmi ces patients, effectivement,
on a l'impression d'un effet d'entonnoir un petit peu, et on ne voit, nous, que les patients les plus sévères, c'est-à-dire ceux qui ont déjà épuisé toutes les ressources thérapeutiques de leur pharmacien, de leur médecin traitant, éventuellement d'un collègue qui n'est pas particulièrement sensibilisé à l'allergologie, comme un ORL ou un pneumologue qui ne va pas aller, n'étant pas vraiment intéressé par le sujet, ne va pas aller chercher plus loin et ne va pas faire de bilan. Mais la moyenne d'errance thérapeutique de ces patients avant d'arriver chez l'allergologue est de 7 ans. Donc, il faut 7 ans entre le début des symptômes, le moment où le patient va commencer à se dire « je suis gêné, j'ai besoin de consulter, j'ai besoin d'être traité » et le moment où il arrive chez l'allergologue. Or, en 7 ans, la pathologie, comme tu le disais, a largement le temps de s'aggraver et voilà, pardon, excusez-moi, j'ai cherché un petit verre d'eau. Voilà. Donc effectivement, je posais la question sur les personnes allergiques qui n'ont pas consulté le médecin allergologue et qui en fait se retrouvent un petit peu démunis parce qu'ils n'ont pas de diagnostic, ils ont des symptômes. Et bien sûr, ils vont aller voir un pharmacien, ils vont consulter leur médecin, mais je voulais demander à Isabelle, quand elle va revenir, en fait, si ils sont quand même soulagés, ces patients, et donc ils ont des traitements symptomatiques, Isabelle, c'est-à-dire ils ne vont pas errer simplement en étant malades et avoir leurs symptômes, ils vont quand même être soulagés en allant voir un pharmacien, la pharmacie ou le médecin traitant, qui même s'il ne porte pas le diagnostic finalement d'allergie, mais enfin il a des soupçons. Quand il va examiner le patient, il va penser à une allergie, même si elle n'est pas étiquetée, cette allergie, il va donner quand même des traitements, en particulier antihistaminiques, par exemple, pour soulager le patient. Oui, tout à fait. Les patients sont quand même, alors pas tous, hein, il y en a certains qui ne sont pas pris en charge du tout, hein, qui n'ont jamais pris d'antihistaminique de leur vie d'allergique. Oui. C'est pas la majorité, la plupart sont allés effectivement et chez le pharmacien, chez le médecin traitant, leur médecin généraliste qui est tout à fait à même de leur prescrire un traitement symptomatique, hein, que ce soit des antihistaminiques par comprimé, des gouttes nasales, des gouttes oculaires, éventuellement des traitements pour les bronches s'ils ont de l'asthme. Donc ça, c'est tout à fait, heureusement, on arrive à les soulager. Mais ce qu'on voit, en fait, il y a une gradation dans la gravité de la rhinite allergique. Et les rhinites très légères qui durent peu de temps n'ont absolument pas besoin, bon, sauf par curiosité intellectuelle du patient, mais n'ont pas besoin de savoir exactement s'ils sont allergiques au pollen de bouleau ou au pollen de frêne. Ça n'a pas grand intérêt pour eux dans la mesure où ils n'iront pas jusqu'à une désensibilisation. En revanche, tous ceux qui attendent et qui finissent par arriver chez l'allergologue, ce sont les allergiques modérés et sévères qui, eux, ont vraiment besoin d'une prise en charge complète avec un bilan allergologique, la détermination des allergènes responsables et la mise en place d'un traitement plus spécifique. Parce qu'effectivement, si vous éternuez 15 jours ou 3 semaines par an au mois de mars parce que vous êtes allergique au pollen de bouleau et que ça n'a pas d'impact sur votre qualité de vie, c'est tout à fait faisable. Alors après, chez ces patients-là, il y en a un certain nombre qui vont rester comme ça toute leur existence, sans aggravation, et il y en a un certain nombre d'autres, comme tu le disais tout à l'heure, qui vont s'aggraver. Et je pense que dès que le patient où le médecin traitant sent cette petite tendance à l'aggravation, si on parle des pollens d'une saison à l'autre, cette saison, ça a duré plus longtemps, les symptômes ont été un petit peu plus sévères, j'ai pris plus de médicaments. Là, il faut peut-être, au bout de 2 ou 3 saisons, il faut peut-être se poser la question, effectivement, d'une évolution vers des complications que sont l'asthme, éventuellement des sinusites, etc. Et donc là, il faut vraiment consulter pour faire un diagnostic et un traitement plus spécifique. Alors, je voulais compléter cette partie introductive avant que nous rentrions dans le plan quinquennal. Tu viens d'évoquer le terme de qualité de vie et de relations sociales. Quand on est allergique, on a une qualité de vie qui est dégradée. Prenons l'exemple d'une allergie au pollen. En ce moment, on va avoir les yeux rouges, le nez qui coule, si je puis dire, tousser un petit peu.
c'est pas très agréable, surtout à une période où on peut avoir des examens, par exemple, je pense aux jeunes, ou même dans ces relations de professionnels, d'avoir ce type de qualité de vie un peu dégradée. C'est pareil pour l'allergie alimentaire, être attentif finalement, comme il y a des allergies croisées, notamment entre ces pollens et puis des allergies alimentaires, on va être un peu plus attentif et donc la qualité de vie va s'en ressentir. Donc, il y a une prise en charge évidemment médicale au sens thérapeutique, et voire de désensibilisation, en espérant que la désensibilisation va marcher au bout d'un certain nombre d'années, mais il y a aussi peut-être la prise en charge un petit peu psychologique de la personne pour peut-être la rassurer. Le rôle du médecin allergologue, c'est aussi de prendre en compte cette qualité de vie, de lui expliquer finalement ce qu'il doit faire ou pas faire pour éviter d'être exposé. Si je prends au pollen ou d'autres allergènes, lui donner des conseils aussi pour faire de l'éviction ou de réduire son exposition pour éviter d'en souffrir un peu plus. Ouais, complètement. La qualité de vie est devenue un argument qui est même pris en compte maintenant depuis quelques années maintenant dans les évaluations des autorités de santé sur l'efficacité d'un médicament, par exemple. Et la qualité de vie des allergiques, en particulier des allergiques au pollen, est très, très altérée, avec un impact sur le sommeil, un impact sur la concentration, un impact sur les relations sociales, un impact sur la pratique du sport. Quand on fait du foot ou du rugby ou je ne sais quoi, et qu'on a 15 ou 16 ans et qu'on ne peut pas aller à l'entraînement ou au match parce qu'on ne peut pas respirer, on a le nez complètement bouché, les yeux très rouges qui coulent, etc. C'est un handicap pour les enfants, les adolescents et les adultes aussi sur leur lieu de travail. On voit, moi ça m'est arrivé assez régulièrement de voir des patients qui me disent mais pendant la période des pollens, je ne sors jamais, je ne fais jamais un déjeuner dehors, je ne fais jamais une promenade, je sors en fait l'hiver et l'automne quand il n'y a plus de pollen. Sinon, je vais de chez moi à mon travail en voiture ou en bus et j'en reviens et je m'enferme parce que je ne peux pas rester dehors plus de 5 minutes. Et c'est vraiment un handicap au quotidien. Et maintenant, c'est nous, alors on ne le prenait pas tellement en compte jusqu'à il y a une quinzaine d'années. Depuis une quinzaine d'années, on prend en compte cette qualité de vie et depuis un petit peu moins de temps, mais maintenant, les autorités de santé le prennent en compte et ça, c'est vraiment primordial. Et notre rôle est effectivement, outre de faire un diagnostic, de mettre en place une thérapeutique. Dans la thérapeutique, il n'y a pas que les médicaments. Il y a aussi tout l'environnement, tous les conseils qu'on peut donner et toute l'éducation qu'on peut faire. Alors, on fait de l'éducation thérapeutique très officielle hein, dans des centres spécifiques, surtout dans les hôpitaux d'ailleurs. Donc, de l'éducation thérapeutique sur l'asthme, sur les allergies alimentaires, etc. Mais au quotidien, dans nos cabinets, on fait de l'éducation thérapeutique individuelle. Hein. On apprend à nos patients comment prendre leurs médicaments, pourquoi les prendre, que faire en cas d'allergie aux acariens, en cas d'allergie au pollen, comment gérer les allergies alimentaires. Donc ça fait partie, cette part de discussion fait partie intégrante de notre consultation et est extrêmement importante. Alors, il y a cette notion d'observance également, Oui. à la fois des médicaments, mais de l'observance aussi des conseils. Finalement, c'est une vie un peu différente, puisqu'on doit être attentif Oui. à toutes ces sources d'allergènes. Voilà, alors je vois que Patrick a levé la main pour une question, puis on va rentrer Oui. dans le plan quinquennal dans un instant. Oui. Ok, une question de Patrick. Sophie Frein. Oui, merci Fabien. Une question de Sophie Frein qui est effectivement surprise d'entendre que le diagnostic ne serait pas important si on ne fait pas de désensibilisation. Et sa question, c'est que fait-on des mesures de prévention à mettre en place? Ah non, je ne dis pas que le diagnostic n'est pas important si on ne fait pas de désensibilisation. De toute façon, le diagnostic étiologique d'une allergie, là, dans l'état actuel des choses, restons pratico-pratiques, vu le nombre d'allergiques qu'il y a en France et vu le peu d'allergologues et de médecins qui s'intéressent à l'allergologie, on ne peut pas diagnostiquer les 14 millions d'allergiques. Ça, c'est pas possible.
Voilà, donc déjà, bon, mais ce serait très bien hein, de pouvoir diagnostiquer tout le monde. Mais je pense qu'il faut, vu les circonstances, il faut serrer les diagnostics. D'abord, s'intéresser aux patients qui sont vraiment extrêmement gênés. Et ensuite, si on peut dire à quelqu'un, bah oui, voilà, vous êtes allergique à tel pollen, voilà ce qu'il faut faire, c'est évidemment important. Mais les conseils d'éviction, en fait, les gens qui sont allergiques, en particulier au pollen, ils ont quand même cette récurrence de symptômes tous les ans à la même époque. Donc, ils lisent les médias, ils écoutent la radio, ils regardent Internet, etc. Ils se doutent bien qu'ils sont allergiques au pollen. Ils ne savent pas exactement à quel pollen, mais les mesures sont les mêmes. Qu'on soit allergique au pollen de bouleau, au pollen de graminées, au pollen d'armoise, les mesures de prévention sont les mêmes. En fait, il y a aussi des outils qui sont à leur disposition, comme les relevés du RNSA. Il y a une carte de France qui d'ailleurs est même, je pense, publiée sur certaines chaînes de télévision et puis sur tous les réseaux sociaux, avec le risque colorié en fonction de l'intensité de la concentration de pollen et de la région où vous vous trouvez. Donc, vous savez qu'il y a un risque rouge. Il y a un moment dans la saison, là, dans quelques semaines, où la France entière sera rouge. Hein. Donc, on saura qu'il y a du pollen partout et qu'il faut s'en prémunir. Donc, les mesures, les conseils d'éviction, on peut les donner. Alors, c'est vrai que c'est mieux quand c'est un médecin qui les donne et qui les explique, qui explique le pourquoi de ces mesures de précaution, mais on peut trouver sur différents sites, hein, il y a des choses tout à fait bien faites, on peut trouver ces mesures de précaution et du coup, on n'a pas besoin obligatoirement de savoir si c'est plutôt le pollen de bouleau, plutôt le pollen de saule ou plutôt le pollen de frêne qui est responsable de notre allergie. Voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Hein. Mais c'est évident que si tous les allergiques pouvaient au moins savoir à quoi ils sont allergiques, ce serait beaucoup plus satisfaisant et pour les patients et pour les médecins, bien évidemment. Voilà, donc merci Isabelle. Alors face à cette situation que tu viens de nous décrire, et je te remercie beaucoup d'avoir permis de mieux comprendre la situation dans laquelle nous étions, la Fédération française d'allergologie s'est associée à d'autres organismes pour proposer un plan quinquennal de lutte contre les allergies pour voir comment on pouvait mieux prendre en charge finalement ces pathologies allergiques. Donc je te donne la parole pour nous présenter en quelques mots ce plan. Alors il y avait une réunion qui a été organisée au ministère de la Santé il y a quelques semaines pour présenter ce plan quinquennal. Et donc, tu es intervenu d'ailleurs lors d'une table ronde sur ces sujets-là. Il y avait plusieurs tables rondes lors de cet après-midi. Voilà, d'en dire quelques mots. Je pense que ce plan a été diffusé, mais de dire quelques mots finalement comment la Fédération française d'allergologie et les autres associations ont travaillé ensemble pour définir ce plan quinquennal. Tout à fait, merci Fabien. Donc en fait, en 2022, donc l'année dernière, non seulement on a pris conscience, mais on s'est dit qu'il fallait, comme je vous disais tout à l'heure, essayer d'endiguer cette évolution exponentielle des allergies. Et donc, on a, avec la Fédération française d'allergologie, diapo suivante, s'il te plaît Patrick. Voilà. Donc la Fédération française d'allergologie, elle comporte un certain nombre de structures dont je vous ai mis là les logos, je vais juste vous les citer. L'association de patients et de médecins qui s'appelle Asthme et Allergie, l'ANAFORCAL qui est l'association nationale de formation continue en allergologie, donc qui prend en charge la formation continue des allergologues dès qu'ils sont sortis de l'université, l'AFPRAL qui est l'association française de la prévention pour les allergies alimentaires, donc qui est un peu plus spécifique dans ce domaine, le CIFAL qui est le syndicat français des allergologues, donc, dont je suis encore présidente pour quelques semaines, la Société française d'allergologie qui est notre société savante, hein, qui s'occupe de l'enseignement et des congrès, de la recherche, etc. Et l'AJAF qui est l'association des jeunes allergologues français, qui est donc le futur de l'allergologie française. Donc tout ça avec le soutien institutionnel du laboratoire ALK et du laboratoire Stalergen. Nous avons travaillé un certain nombre de représentants de toutes ces associations pour identifier les
principales problématiques et essayer de proposer des actions dans les 5 ans pour solutionner, du moins en partie, ces différentes problématiques. Alors, je ne vais pas toutes vous les détailler parce que ce serait un petit peu trop long et certaines ne sont pas du tout de mon domaine de prédilection, mais je vais vous en détailler 3 en particulier. Diapositive suivante. Alors, donc 5 ans, l'objectif, 5 ans pour adapter notre système de santé et lutter contre les disparités d'accès aux soins et de prise en charge des allergies. Diapositive suivante. Alors, les maladies allergiques, ça va être peut-être un petit peu, je vais aller très vite parce que c'est une petite redite de ce que nous avons dit en préambule, mais les maladies allergiques, c'est vraiment une épidémie silencieuse. Dans les années 60, 4% seulement de la population occidentale était allergique. Actuellement, c'est entre 30 et 35% des pays occidentaux en fonction des pays. La France se situe à peu près à 32-33%. Les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé pour 2050, c'est 50% de la population mondiale qui sera allergique, alors qu'actuellement, on observe quand même une majorité de patients allergiques dans les pays très occidentalisés. Donc, ça veut dire que, voilà, merci. Ça veut dire que l'ensemble de la planète sera touché par cette pathologie dans 30 ans. Les allergies respiratoires sont classées au 4e rang des maladies mondiales, donc ce qui est quand même énorme. Les allergies alimentaires connaissent une croissance exponentielle. 8% des enfants actuellement sont allergiques et 4% des adultes, ce qui n'était pas le cas, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les décennies précédentes. Les allergies graves, comme les anaphylaxies, augmentent, ça je vous l'ai déjà dit, et toutes les classes d'âge sont touchées, les enfants en particulier, et c'est ce qui nous inquiète, comme je vous l'ai déjà dit également. Diapositive suivante. Donc, les raisons, alors c'est extrêmement succinct et ça n'a absolument aucune prétention à prendre la totalité des éléments en compte dans cette explosion des maladies allergiques et des difficultés de prise en charge. Évidemment, il faudrait des heures pour en parler. J'ai juste mis quelques petits points qui sont maintenant complètement établis. Elles sont multiples, hein, les raisons de l'explosion des allergies. L'allergie, c'est une maladie organique, hein, ça touche le nez, les yeux, les bronches, la peau, etc., le tube digestif. Elles sont les facteurs d'aggravation et d'augmentation peuvent être individuels. Il y a de l'hérédité, il y a notre façon de nous alimenter, notre mode de vie qui est vraiment quelque chose qui a été transformé depuis les années 60 et qui a été un des facteurs majoritaires de cette augmentation des allergies. J'ai cité le tabagisme, mais parce que c'est individuel, mais ça pourrait être, il y a encore des tas d'autres raisons. Je vais dire que j'ai gardé les principales. Elles sont collectives aussi, parce qu'il y a une mauvaise connaissance des maladies allergiques par le public et par les professionnels de santé. Donc, comme disait Fabien tout à l'heure, plus on prend en charge tôt et mieux on traite, plus on attend et plus ça se complique. Il y a une peu de prise en compte de la maladie allergique dans les politiques publiques de santé. Ça apparaît depuis, alors je ne voudrais pas dire de sottise, mais je pense que c'est depuis le PNS 4 où les maladies allergiques apparaissent. Avant, ça n'apparaissait pas. Donc voilà, c'était vraiment pas pris en compte parce que maladie banale, non compliquée, un petit peu portant un sourire, etc. Et c'est pas vrai du tout. Il y a une inégalité territoriale de prise en charge qui est absolument flagrante. On a fait des études, en particulier avec le docteur Sébastien Lefebvre, qui est praticien hospitalier à l'hôpital de Metz en allergologie, avec une cartographie des médecins prenant en charge les allergiques sur le territoire. Il y a des endroits vides où il n'y a pas d'allergologue. Donc, il y a vraiment cette inégalité territoriale qui est terrible et injuste. Et les délais de rendez-vous sont très, très longs parce que nous sommes peu nombreux. Ils sont supérieurs à 6 mois. Il y a des tas de gens qui se découragent parce que cette attente est difficile à supporter.
Évidemment, c'est une maladie de l'environnement, hein. Il y a des tas de maladies liées à l'environnement. On parle d'endocrinologie, on parle de cancérologie, on parle de maladies cardiovasculaires. Tout ça, ce sont des pathologies qui sont liées à notre mode de vie et notre environnement. L'allergie en fait partie. Dans les items que j'ai notés, mais il y en a des tas d'autres, hein. La pollution, bien évidemment, extérieure et intérieure, les modifications climatiques, hein, qui sont en cours, et on s'en aperçoit avec l'allongement des saisons de pollen, la perte de la biodiversité, qui est un énorme problème. On se rend compte que la perte de biodiversité est aussi un facteur d'apparition et d'aggravation des allergies. J'ai mis etc. parce que, évidemment, il y a des tas d'autres éléments qui entrent en jeu, le microbiote, enfin bon, quantité de choses et que je ne peux pas développer dans un si court temps, et puis ce n'est pas le sujet du jour. Diapositive suivante. Alors, quels sont les motifs de consultation en allergologie? J'ai essayé de vous les résumer, je pense qu'ils sont à peu près tous là. On parle beaucoup évidemment des rhinites qui sont plus ou moins associés à des conjonctivites, hein, donc des symptômes au niveau oculaire, l'asthme allergique, hein, qui est un asthme allergique dans pratiquement 90% des cas chez l'enfant et environ 60% des cas chez l'adulte. Nous voyons aussi des pathologies cutanées, des eczémas du nourrisson et de l'enfant, des dermatites atopiques, donc qui touchent plus facilement l'adolescent et l'adulte, l'urticaire, et j'ai mis de façon tout à fait dans un langage vulgarisé toutes sortes de boutons. Quand on a un bouton qui gratte, des boutons qui grattent, on a un peu tendance à aller voir l'allergologue, alors que c'est pas toujours d'origine allergique, loin s'en faut, mais ça fait partie des choses qu'on voit dans nos consultations, donc il ne faut pas l'ignorer. Des allergies alimentaires, alors avérées ou supposées. Les patients peuvent arriver en disant bon ben voilà, mon enfant a mangé des noix de cajou et il a fait une réaction, il est devenu tout rouge, etc. Ou supposées, notre enfant a fait une réaction allergique, il était couvert de boutons, il avait mangé telle et telle chose avant, mais on ne sait pas vraiment si c'est ça ou si c'est autre chose. Donc voilà, ce sera à nous de faire la part des choses. Les intolérances alimentaires. Alors, qui dit intolérance, évidemment, ne dit pas allergie, mais pour un patient, c'est extrêmement compliqué, voire impossible, de faire la différence entre une intolérance et une allergie. Donc, c'est un motif de consultation qui est assez fréquent, de plus en plus fréquent, avec toutes les intolérances qu'on voit au gluten, au lactose, au sulfite, à tout un tas de choses. Des troubles digestifs, hein, les troubles digestifs chroniques consultent souvent l'allergologue parce qu'ils ont vu un gastro-entérologue qui leur a fait des examens complémentaires et qui leur a dit « mais madame, monsieur, vous n'avez rien ». Or, ils ont des symptômes, donc ils voudraient bien savoir si on peut les soulager et trouver la cause de leurs symptômes. Les allergies médicamenteuses, alors là, c'est vrai ou supposé, c'est exactement dans la même idée que les allergies alimentaires. Soit on a identifié le facteur causal, j'ai pris tel médicament et j'ai une réaction juste après, ou voilà, j'étais malade, j'ai pris tel et tel médicament et peut-être que j'ai fait une réaction allergique à l'un d'eux. Donc, ce sera à nous de faire la part des choses. Ce qu'on appelle les angioœdèmes, très communément aussi appelé œdème de Quincke. Alors ce vocable ne devrait plus exister parce qu'il n'a pas de substrat scientifique clinique très précis. On appelle ça donc des angioœdèmes, qui sont des œdèmes en particulier de la face, hein, éventuellement au niveau du larynx, qui donnent des difficultés respiratoires. L'anaphylaxie, qui est donc la forme la plus grave de l'allergie, qui peut aller jusque malheureusement plusieurs décès par an en France et plusieurs centaines de décès dans le monde, liés essentiellement aux réactions aux piqûres d'insectes, aux aliments et aux médicaments. Mais pas uniquement, mais ce sont les principales causes. Et j'ai mis un petit point pour les allergies aux piqûres d'insectes qui sont en recrudescence ces dernières années. Elles ont eu un moment de baisse et elles sont actuellement en recrudescence. Donc, on entend par là les abeilles, les guêpes, les frelons asiatiques, etc., qui sont essentiellement les insectes incriminés. Diapositive suivante. Alors, comment un patient arrive chez l'allergologue? On en a un petit peu parlé, donc je vais aller vite. Il va voir son pharmacien dans un premier temps,
puis son médecin traitant qui pourra l'adresser chez l'allergologue, et les divers spécialistes qui sont concernés par l'allergie, les ORL, les pneumologues, les pédiatres pour les enfants, les dermatologues, les orthodontistes qui s'intéressent beaucoup à la respiration des enfants et à l'obstruction nasale des enfants qui empêchent ou ralentissent les traitements orthodontiques et donc qui ont une importance, qui ont vraiment qui sont une porte d'entrée importante dans le parcours de soins de l'allergique enfant, les ophtalmologistes pour des problèmes de conjonctivite, les radiologues pour les problèmes de produits de contraste iodé, parfois des chirurgiens, les anesthésistes, etc. Bon, mais ça, c'est plus anecdotique. Le principal étant effectivement médecin traitant et les principaux spécialistes concernés par l'allergie. Ça peut être l'entourage, la famille, les amis qui disent « Ah, mais toi, on dirait que tu es allergique, tu éternues tout le temps, on va voir l'allergologue, etc. » Et certains patients viennent par eux-mêmes. Alors, pas beaucoup, mais un certain nombre viennent en disant « Voilà, moi, j'éternue tout le temps, j'ai tout le temps le nez qui coule, je voudrais savoir si je suis allergique ou pas. » Donc voilà, ce sont les principales portes d'entrée de la consultation allergologique. Diapositive suivante. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet du plan quinquennal. Nous avons donc émis 7 propositions pour essayer d'améliorer cette prise en charge des patients allergiques. Donc, améliorer la coordination des professionnels de santé et l'organisation des soins pour assurer aux patients une prise en charge plus rapide. Ça, je vais vous en parler. Garantir la mise à disposition des traitements adaptés pour les allergiques sévères également. Prendre appui sur le virage numérique pour améliorer la prise en charge, ça va se développer dans les années qui viennent avec l'intelligence artificielle, etc. Et je n'en parlerai pas. Répondre à l'urgence de santé publique que constituent les allergies alimentaires, ça effectivement c'est extrêmement important, mais j'en parlerai pas non plus parce qu'il faudrait des heures rien que sur ce sujet. Renforcer l'information du grand public sur le risque allergique et notamment en milieu professionnel et scolaire. Ça, c'est vraiment renforcer l'information, c'est extrêmement important. Les gens non informés ne peuvent pas avoir accès à quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Consolider la place accordée aux enjeux de santé environnementale dans la définition des politiques et des plans de santé publique, ça, je m'y attarderai un petit peu. Et enfin, tout cela sera suivi par la mise en place d'un observatoire de la lutte contre les allergies qui permettra de mesurer les progrès qu'on va accomplir au cours de ces 5 prochaines années. Et donc, le colloque au ministère de la Santé dont parlait Fabien Schinazi tout à l'heure était le deuxième. Le premier ayant eu lieu en 2019, mais tout a été arrêté avec la pandémie. Et dans cet observatoire, on a parlé du parcours de soins, on a parlé du virage numérique et on a parlé de la politique de la prise en charge par les autorités de santé de ces problèmes d'allergie et de pathologie allergique. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, quelques chiffres clés. Le devenir des allergologues en exercice. La population des allergologues est vieillissante. C'est pour toutes les spécialités pareil. Hein. On est en plein creux du numerus clausus et on manque de médecins généralistes, on manque de médecins spécialistes de toutes spécialités, y compris des chirurgiens, des anesthésistes, des réanimateurs. Enfin, on est vraiment dans une pénurie grave. Bon, ça, je pense que tout un chacun en est conscient. En allergologie, 77% des allergologues ont plus de 44 ans et je ne vous dirai pas combien ont plus de 60 ans. Mais nous sommes nombreux à vouloir partir en retraite puisque un tiers d'entre nous, en 2019, a déclaré qu'ils allaient partir en retraite dans les 3 à 4 ans. Donc, comme c'était en 2019, il y en a déjà beaucoup qui sont partis et effectivement, le problème de la pandémie a accéléré un petit peu pour certains la mise à la retraite. Et on a noté quand même une baisse de 54% du nombre des allergologues en 10 ans. En 2008, on était 2250 médecins qui pratiquaient l'allergologie, soit à l'hôpital, soit en libéral, et sur le territoire français. Et en 2018, on n'était plus que 1033. Donc, vous voyez, c'est vraiment énorme comme baisse, alors que le nombre de patients allergiques ne fait que augmenter. Donc, on n'est absolument plus en corrélation avec les besoins de la population. Diapositive suivante. Alors, les objectifs que nous nous sommes donnés à 5 ans, c'est essayer de réduire le délai moyen de prise en charge des patients allergiques et de le ramener à moins de 6 mois.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On avoir des délais qui se raccourcissent grâce à la téléconsultation. Donc ça, c'est vraiment un outil vraiment très très important pour tous les médecins et pour les allergologues. Mais tout ne peut pas se faire en téléconsultation. Cependant, un premier avis, un premier traitement peuvent être donnés et donc permettre aux patients de ne pas attendre aussi longtemps. L'augmentation du nombre d'internes formés à l'allergologie. Donc, l'allergologie est une spécialité à part entière. Avant, c'était une surspécialité depuis 2017. Et le nombre d'internes qui a été octroyé à la spécialité est de 28 par an pour la France, ce qui ne répond même pas au nombre de départs à la retraite. Hein. C'est totalement insuffisant. L'idéal serait au moins 50. L'idéal absolu serait 80 par an, mais là, on est dans un rêve. 50 par an en 2027, donc vous voyez, c'est pour bientôt. Mais on espère, comme ça, on pourra faire face au creux démographique. Mobiliser les professionnels de santé qui exercent dans les spécialités connexes. Ça, vraiment, on en a déjà parlé, mais assurer des consultations de premier recours en allergologie, même par des pneumologues qui ne sont pas forcément formés ou intéressés à l'allergologie, mais ils peuvent très bien voir un patient qui a un asthme simple, une rhinite simple, les ORL, c'est pareil, les dermatologues, les pédiatres, les médecins généralistes, les internistes et j'en passe. Ils peuvent très bien prendre en charge les pathologies simples et au moins permettre, lorsqu'ils détectent quelque chose d'un petit peu plus sévère, de l'envoyer vers l'allergologue, mais ça permettrait une prise en charge d'un plus grand nombre de patients et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de développer dans les 5 ans qui viennent. Diapositive suivante. Alors, quels moyens va-t-on se donner pour atteindre ces objectifs? Augmenter le nombre d'internes formés chaque année, c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Donc, on a eu un pré-engagement de la ministre lors du colloque de se pencher sur cette question d'augmenter le nombre d'internes. Alors, rendre la spécialité plus attractive aussi parce qu'elle n'est pas bien connue. Donc, faciliter les carrières hospitalo-universitaires, ça c'est très important parce qu'il y a certains… D'abord, c'est complètement indispensable pour la discipline et pour certains médecins qui veulent aller vers des carrières universitaires, hospitalo-universitaires. Si on n'a pas, ça va en décourager plus d'un. Augmenter le nombre d'UTA. Alors, les UTA, ce sont les unités transversales d'allergologie qui ont donc été aussi mises en place grâce à la collaboration de la Fédération française d'allergologie et la DGOS au ministère de la Santé. Et donc, ça a été, certaines existaient déjà, elles ont été pérennisées et nous espérons la création au moins d'une UTA par région pour que tous les patients extrêmement complexes et sévères puissent avoir une portée kilométrique relativement correcte, un service de pointe qui puisse les recevoir pour des choses qu'on ne peut pas faire en libéral. Et améliorer les conditions de travail des allergologues libéraux en leur permettant d'avoir des assistants, des secrétaires sur place pour les seconder parce qu'on peut voir beaucoup de patients, mais à un moment donné, on est saturé et c'est pas possible. Donc, il faut développer des moyens d'aider ces conditions de travail. Multiplier le travail en réseau entre la ville et l'hôpital, ça c'est extrêmement important. Il y a des régions où c'est déjà tout à fait mis en place, mais il faudrait que ça se multiplie et que ça se diversifie sur toutes les régions de France, parce que ça c'est vraiment extrêmement important. S'appuyer sur d'autres professionnels de santé. Donc, a été créée également une formation spécifique transversale hein, qui s'appelle une FST d'1 an pour un certain nombre de médecins, donc généralistes, pneumologues, pédiatres, dermatologues et ORL. Ce sont ces spécialités-là qui sont concernées et uniquement. Et ils ont accès à cette formation d'1 an qui approfondissent leurs connaissances en allergologie dans leur spécialité. Et on compte sur ces collègues pour prendre en charge
une grande partie des patients allergiques. Et les pharmaciens qui pourraient orienter certains patients vers l'allergologue, c'est pas trop dans leur habitude d'orienter vers un médecin spécialiste, mais s'ils avaient une formation un petit peu plus poussée sur la pathologie allergique, ils pourraient le faire. Et évidemment, ils sont là pour dispenser des traitements d'urgence, de secours, pour aider les patients dans l'urgence, dans les cas les plus simples. Diapositive suivante. Alors là, on passe au remboursement des médicaments, qui est un sujet extrêmement important. Effectivement, si les médicaments sont peu ou mal remboursés, un certain nombre de patients va être exclu de ces traitements et on va se retrouver devant une médecine à deux vitesses, et ça, c'est pas acceptable. Donc, il faut absolument que nous assurions un accès au remboursement pour l'ensemble des médicaments, en particulier de l'immunothérapie allergénique, donc que ce soit les allergènes, les APSI allergènes préparés spécialement pour un individu et les comprimés à tous les Français. Donc, à l'heure actuelle, les allergènes préparés spécialement pour un individu sont des préparations liquides qui sont faites par l'allergologue, prescrites par l'allergologue, en fonction de la pathologie et des symptômes et des tests, la sensibilité du patient, et donc fabriqués spécifiquement pour eux. Ces traitements sont remboursés à 30%, le reste étant pris à charge par les mutuelles complémentaires, et des comprimés. Alors les comprimés, on n'en a pas énormément à disposition, on en a quand même quelques-uns. On a les pollens de graminées, on a les acariens et on a les pollens de bouleau. En France, c'est déjà pas mal. Il y a d'autres pays où il y en a plus, mais en France, nous avons ça. Et malheureusement, ces comprimés ne sont pris en charge qu'à 15%. Et un certain nombre de mutuelles, dont des mutuelles très, très importantes, en particulier des mutuelles de services publics, que je ne nommerai pas, n'ont pas cette prise en charge des médicaments à 15%. Et donc déjà, il y a une partie des Français qui ne peuvent pas avoir accès à ces comprimés, et ça c'est totalement anormal, parce que certains ne supportent pas les produits liquides qu'on met sous la langue dans la désensibilisation, mais supportent très bien les comprimés, ou pour des tas de raisons auraient pu avoir accès à ces comprimés. Donc ça c'est vraiment un objectif sur lequel nous sommes extrêmement vigilants et pour lequel on va essayer de travailler avec une réévaluation donc, qui est prévue pour 2024. Tout mettre en œuvre pour recueillir, partager, favoriser la prise en compte par les autorités évaluatrices donc de ces données de santé, des données d'efficacité, de qualité de vie et de sécurité des traitements spécifiques de l'allergologie. Donc ça, c'est vraiment très important. Les autorités de santé sont habituées aux médicaments. Les médicaments, c'est quelque chose qui est fabriqué chimiquement. Tous les comprimés sont fabriqués à la chaîne à un dosage particulier et sont prescrits à des milliers, des millions de patients. L'allergie, c'est quelque chose de très individuel et de très spécifique. Et donc, du coup, l'évaluation par les autorités de santé, elle se base sur un comprimé. On a les mêmes évaluations, alors que les médicaments de l'allergie sont extrêmement particuliers. Et ça, nous sommes très heureux de savoir que les autorités de santé ont compris cette différence entre les médicaments spécifiques de l'allergie et un antihistaminique, par exemple, et que ce n'est pas du tout la même façon de l'évaluer. Et comme on le disait tout à l'heure à propos de la qualité de vie entre maintenant dans les études d'évaluation des produits de santé, et ça c'est quelque chose de très très important, parce que la qualité de vie est très altérée chez les patients allergiques. Et enfin, développer des immunothérapies pour les allergies alimentaires. Vous savez certainement qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement pour l'allergie alimentaire, si ce n'est l'éviction de l'aliment, ce qui entraîne forcément des complications au quotidien pour tous les patients allergiques, en particulier les enfants, à l'école, la lecture des étiquettes, etc. Et donc, il faudrait absolument réussir à développer des traitements, comme pour les allergies au pollen ou aux acariens, pour les allergies alimentaires, ce qui améliorerait la qualité de vie des enfants. J'ai une question là-dessus de la part d'Elisabeth Tulloux. Le fait de savoir si le nouveau PAI proposé à l'éducation nationale n'est-il pas trop long?
Alors, c'est un petit peu le sentiment d'un certain nombre de mes confrères, et c'est aussi le sentiment de certains parents. Alors, je ne sais pas quel est le sentiment de l'éducation, des médecins de l'éducation nationale sur ce PAI qui a demandé énormément de travail en particulier à l'équipe de Lille qui s'en est occupée avec le docteur Guillaume Pouessel, qui a travaillé pendant des mois et des années avec l'éducation nationale, les maires, qui sont les responsables des cantines scolaires, hein, en essayant d'uniformiser ce PAI et d'avoir un document unique avec une même conduite à tenir pour tout le monde. Alors effectivement, il est un petit peu, on va dire, sur le plan visuel, il est un petit peu chargé, mais je pense que pour des questions réglementaires et juridiques, il n'a pas été possible de simplifier plus ce PAI, mais tout est perfectible, hein, et effectivement, c'est un sujet sur lequel il faudra continuer à travailler, et ça, j'ai totalement confiance dans le groupe de travail sur le PAI, en mes collègues qui sont vraiment très très impliqués sur le sujet. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu lourd et pas très intuitif, on va dire, pour les patients et pour certains allergologues. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, on peut passer à la diapo suivante s'il n'y a pas de questions. Alors, l'accès pour tous au traitement de l'allergie, donc comment on va essayer de faire. Les traitements de l'allergie, je vous les ai un petit peu résumés là. Les antihistaminiques en comprimé, sirop, goutte nasale, goutte oculaire. Tout ça, c'est facile à trouver. Il y en a dans toutes les pharmacies. Encore que, avec les ruptures de stock actuelles, on est un petit peu craintif pour la saison pollinique. Les traitements de l'asthme, que ce soit les traitements de crise que vous connaissez, de bronchodilatation ou des traitements de fond qui sont en inhalation par divers systèmes, hein. Là, on n'est pas trop, l'approvisionnement n'est pas trop tendu, ça va à peu près. Il y a on peut, disons que les mêmes molécules étant dans des systèmes différents, les pharmaciens peuvent parfois substituer le système quand ils sont en rupture de stock. Il y a également de la cortisone dont il ne faut pas avoir peur quand elle est utilisée localement pour le nez, pour les bronches, pour la peau quand il y a des lésions d'eczéma, qui aident évidemment beaucoup les patients qui ont le nez bouché, les bronches encombrées, etc. Les auto-injecteurs d'adrénaline pour les anaphylaxies, donc qui sont prescrites par les médecins, qui sont pour le moment, on n'a plus de rupture, on a plusieurs marques, on a plusieurs dispositifs, donc on est à peu près tranquille. Depuis quelques années, se sont développées des biothérapies, qui sont des médicaments extraordinaires, mais qui coûtent très cher et qui donc sont réservés à des cas extrêmement sévères d'asthme ou de dermatite atopique essentiellement, et qui sont prescrits après un colloque, une réunion pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle de médecins qui mettent en place ces traitements, évidemment en raison de leur coût et de leurs indications très particulières et de leur suivi très particulier. Et enfin, ce dont je vous ai un petit peu parlé à l'instant, l'immunothérapie allergénique, encore appelée désensibilisation, qui est, il faut le savoir, le seul traitement qui modifie le cours évolutif de la maladie allergique. C'est le seul et unique traitement qui peut faire disparaître une allergie. Donc, qui existe en gouttes sublinguales, que sont donc les APSI, et pour certains allergènes en comprimés sublinguaux. Et les traitements se font sur une durée de 3 à 5 ans, avec un effet pérenne une fois qu'on a arrêté le traitement. Diapositive suivante. Dernier point, les allergies des maladies environnementales. Donc, évidemment, il faut que tous les acteurs de l'environnement se mettent en place pour prendre en compte ces allergies. L'urbanisation, la pollution, le changement de notre mode de vie
ont engendré l'augmentation des allergies. Ça, tout le monde en est convaincu. Des quantités d'études sont disponibles et ont prouvé l'intervention de ce mode de vie. La pollution, en particulier les particules diesel qui augmentent l'allergénicité des pollens, donc ça a été aussi montré sur des tas d'études. L'augmentation des polluants dans les espaces de vie est une réalité. Vous savez que les intérieurs des bureaux, des maisons, des trains, des métros, que sais-je, sont 7 fois plus pollués que l'air extérieur, qui l'est déjà beaucoup. Donc, il faut absolument que tout un chacun se rende compte que l'espace où il vit est un espace pollué et qu'il doit tout faire pour essayer de le dépolluer le mieux possible. Il y a un gros problème sur les politiques publiques de végétalisation qui, par exemple, dans le sud de la France, tout l'arc méditerranéen a été planté d'innombrables milliards, j'en sais rien, de cyprès pendant les 15-20 dernières années qui sont de très jolis végétaux, qui poussent très vite et qui ont un effet très intéressant parce que ça forme des haies coupe-vent dans la région du golfe du Lion en particulier, où il y a beaucoup de vent, la tramontane, un petit peu plus loin le Mistral, etc., qui sont très gênants pour les personnes. Et donc, on a planté des milliards de cyprès et évidemment, la population du Sud-Est est devenue très allergique aux cyprès. Voilà, donc ça, il faut vraiment que les politiques de végétalisation soient pensées, éventuellement même avec l'aide d'allergologues, du RNSA, etc., de gens qui s'occupent des pollens, pour essayer de limiter les espèces allergisantes dans les plantations. Le changement climatique, bien entendu, qui influence les allergies, en particulier les allergies au pollen, ça on en a la certitude, les saisons sont plus longues, ça provoque une dispersion plus intense des grains de pollen et une modification de la répartition géographique, et on voit monter vers le nord des espèces qui étaient réservées aux régions du sud, et ça ne va faire que s'amplifier avec l'augmentation de la température et cette montée des végétaux vers le nord de la France. Et évidemment, c'est reproductible dans tous les pays occidentaux. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, quels objectifs on peut se donner à 5 ans ? Un pilotage politique coordonné sur le sujet de la santé environnementale, ça c'est absolument primordial. On peut faire des choses individuellement, mais si elles ne sont pas faites à l'échelle régionale, locale, régionale et nationale, on n'y arrivera pas. Une meilleure prise en compte du risque allergique dans la conception des politiques publiques. Alors, je viens de parler de la végétalisation, mais il y a aussi la politique des bâtiments, hein, tout simplement, les bâtiments publics, les crèches, les écoles, les EHPAD, enfin, tous ces environnements qui sont les bâtiments d'habitation, hein, publics également. Donc, tout ça, ça devrait être pris en compte. Et probablement avec une association systématique des allergologues dans les décisions d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Je pense que avec nos caractéristiques et notre connaissance de l'environnement, nous pouvons apporter notre petite pierre à ces décisions d'urbanisme et d'aménagement qui, jusqu'à présent, ne faisaient pas la part belle aux facteurs de prévention de l'allergie. Diapositive suivante. Alors, une petite conclusion pour tout ça, et je pense que je serai pile poil dans l'horaire. Tout faire pour freiner l'augmentation exponentielle des maladies allergiques, un diagnostic précoce, une prise en charge adaptée, une éducation du public, des mesures environnementales, une lutte contre la pollution, une lutte contre les modifications climatiques et une réamélioration de la biodiversité. L'implication de tous les acteurs concernés, tout seul on ne fait rien, à plusieurs on peut faire beaucoup de choses. Les patients, évidemment, qui sont les premiers concernés, les médecins, dont les allergologues, les paramédicaux qui ont une importance aussi à jouer dans toute ce microcosme qui s'intéresse à l'allergologie, les écoles, les entreprises, les acteurs politiques locaux et nationaux. Faciliter l'accès au diagnostic, faciliter l'accès au traitement,
faciliter l'accès aux services experts, soutenir la recherche et l'enseignement. Ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'on évolue, qu'on avance dans la découverte de nouvelles thérapeutiques. C'est très, très important. S'appuyer sur les ressources numériques, bien entendu, l'intelligence artificielle, etc. Ça, c'est dans tous les domaines actuellement, et dans l'allergologie, dans la médecine et dans l'allergologie, il faudrait que ça le soit. Et s'il faut faire passer un message, c'est celui-là. Les maladies allergiques ne se résument pas au rhume des foins qui dure 15 jours. Les maladies allergiques sont des maladies qui peuvent être sévères, handicapantes, extrêmement pénalisantes au quotidien et qui peuvent même être mortelles. Donc, l'allergie n'est pas une plaisanterie. L'allergie est une vraie maladie. Voilà si je peux vous donner le mot de la fin, ce sera celui-là. Merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup Isabelle de nous avoir présenté ces grandes lignes du plan quinquennal. Et il faut espérer donc que les choses vont évoluer dans le bon sens, parce qu'il y a beaucoup d'objectifs dans ce plan quinquennal. Alors, je voudrais rappeler également que notre 13e matinale, le 19 octobre prochain, où tu seras présent, parlera de changement climatique et allergie, parole de patients et de médecins. Et donc, comme tu as évoqué dans cette présentation des aspects du changement climatique et des problèmes d'allergie, nous avons souhaité donner, donc faire un état des lieux qu'on vient de faire ce matin, mais également de donner la parole à des patients et aux médecins pour nous parler de ce qu'ils rencontrent et des difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans ces pathologies allergiques. Voilà, merci beaucoup Isabelle de ta présentation, d'avoir joué le jeu de ce matin, de parler de ce sujet qui est quand même fondamental pour un grand nombre de personnes. Tu as cité des millions de personnes qui sont concernées et qui risquent de concerner encore d'autres personnes à l'avenir. Merci beaucoup de nous avoir fait part donc des grandes lignes de ce plan quinquennal de lutte contre les allergies. Voilà, Patrick, merci beaucoup pour ce webinaire et je vous propose de nous retrouver aussi le 11 mai prochain pour évoquer donc d'autres sujets toujours concernant la qualité de l'air. Exactement. Donc, je voulais également pour conclure. Merci Patrick. Oui, te remercier aussi Isabelle et remercier Fabien. Je souhaite remercier également toute l'équipe d'Airlab qui a préparé ce webinaire. Et puis de fait, le prochain webinaire, comme Fabien l'expliquait, se déroulera le jeudi 11 mai avec Tony Renucci, donc qui est président de l'association Respire. Et donc on vous en parlera dans nos prochaines lettres. Il interviendra évidemment sur les missions de son association, sur les sujets de qualité d'air. Et puis on vous remercie tous évidemment de prendre conscience que vos participations en tant que membres sympathisants ou associés au collège sont importantes pour pouvoir effectivement faire perdurer et poursuivre donc la démarche que nous avons depuis un peu plus de 10 ans et pour obtenir cette compréhension mutuelle donc sur ces sujets de santé, d'environnement intérieur et de qualité d'air. Et donc vous recevrez la semaine prochaine en email un questionnaire de satisfaction de ce webinaire. Et puis également un lien pour pouvoir revisiter donc en replay ce webinaire. Voilà, je vous remercie à tous. Merci Fabien, merci Isabelle. À bientôt. À bientôt, au revoir.